Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un phénomène assez étrange. Pourquoi est-ce qu'on peut pleurer la mort d'un personnage qui n'a jamais existé? Pourquoi certains héros restent avec nous pendant des années? Et pourquoi en tant qu'auteur, on a parfois l'impression de perdre un ami quand on termine un roman? Bonjour à tous, ici Montagne, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de La Voix des auteurs. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui touche absolument tout le monde, que vous soyez lecteur, auteur, même que vous regardiez des films, des séries, parce que j'ai envie de parler des personnages. Ce sont des êtres qui n'existent pas réellement, voilà, on en est tous conscients, mais pourtant, ils peuvent réussir à prendre une place immense dans nos vies. Il y a énormément de personnages fictifs qui ont impacté des personnes. On a tous déjà vécu cette situation où on termine un roman, on termine une saga, un film, on referme les pages, on éteint la télé, et soudain, il y a un vide. Peut-être qu'il est petit, mais il est présent. Parce qu'on pense encore aux personnages. On peut se demander ce qu'ils deviennent, on a envie de passer plus de temps avec eux, et parfois même on pleure pour eux. Pour certaines personnes, ça peut être un peu étrange. Quelqu'un qui ne lit pas ou qui n'est pas trop sensible à ce qu'il peut voir, etc., peut souvent nous dire, mais enfin, c'est qu'un personnage, il n'existe même pas, remets-toi. Parce que oui, rationnellement, on sait qu'il n'existe pas. Mais émotionnellement, notre cerveau, lui, il s'est attaché, il a vécu quelque chose. Et c'est ça que je trouve fascinant. Pourquoi nous sommes capables de créer un attachement aussi fort envers quelqu'un qui n'existe pas? Pourquoi certains personnages restent avec nous pendant des années? Pourquoi on a la pression de perdre quelqu'un quand une histoire se termine ou qu'un personnage décède? Et pourquoi, en tant qu'auteur, on est parfois incapable de dire adieu à nos personnages? Aujourd'hui, on va parler un petit peu de psychologie, d'écriture, de lecture, mais aussi du coup de cette relation étrange qu'on construit avec la fiction. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait une licence de psychologie, donc pendant plusieurs années, j'ai pu étudier les comportements humains, les réactions du cerveau, tout ce qui est neurosciences, neuropsychologie, tout ce qui est société, etc. C'était très passionnant et je me suis dit qu'il fallait rentabiliser ces années de psychologie. Donc je l'ai déjà rentabilisé dans mon roman qui est sorti, mais je me suis dit que j'allais en faire aussi un petit peu dans le podcast. La psychologie, c'est toujours super intéressant. Vous savez que j'adore faire des recherches et du coup, j'ai fait quelques petites recherches sur le cerveau, sur comment il réagit sur des choses qui n'existent pas mais qui ressent, etc. Et donc, dans notre première partie, on va voir comment notre cerveau sait que les personnages n'existent pas, mais qu'il ressent quand même des choses. La première question qu'on peut se poser, elle est assez simple. C'est comment est-ce possible de ressentir quelque chose pour quelqu'un qui n'existe pas? Parce que honnêtement, quand on lit un roman, on sait très bien que l'histoire, elle est inventée. On sait que les personnages ne sont pas réels, ils ne sont pas en train de vivre cette situation qu'on lit. On sait qu'un couple n'existe pas, que l'aventure n'a jamais eu lieu, et pourtant, notre cœur réagit. On a peur pour eux, on espère qu'ils vont réussir, qu'ils vont se mettre ensemble, qu'ils vont passer par-dessus la rupture. On est triste quand ils souffrent, on est heureux quand ils sont heureux, et parfois on ressent même de la colère envers eux. Alors, qu'est-ce qui se passe dans nos cerveaux? Eh bien, j'ai pu regarder quelques études, et une explication vient d'un certain phénomène, les relations parasociales. Alors ce terme, il a été créé dans les années 50 par des chercheurs, Donald Horton et Richard Wall. À l'origine, ils étudiaient la relation que les spectateurs pouvaient développer avec les personnes qu'ils voyaient à la télévision. On parle d'acteurs, de présentateurs, de personnalités publiques. L'idée, c'était que même si une relation n'est pas réciproque, une personne peut ressentir une forme de proximité, de connaissance ou même d'attachement envers quelqu'un qui ne connaît pas. Par exemple, vous regardez une série pendant plusieurs années, vous connaissez le caractère du personnage, son histoire, ses blessures, ses relations familiales par exemple, comment il réagit, et d'une certaine manière, vous avez l'impression de le connaître. Donc c'est exactement pareil pour les livres. Vous lisez une fiction, vous connaissez les personnages, leurs sentiments, leur manière de réagir, de se ressentir par rapport à des situations, et pareil, il ne vous connaît pas. La relation fonctionne dans un seul sens. Et c'est ce qu'on appelle la relation parasociale. Et ce qui est intéressant, c'est que ce phénomène, il ne concerne pas que les célébrités. Il concerne aussi les personnages fictifs. Donc on vient de parler des romans, mais ça peut être aussi à travers un film, à travers une série, à travers une BD, etc. Parce qu'un personnage qui est bien construit, en fait, pour notre cerveau, il devient quelqu'un. Il a une représentation suffisamment riche pour qu'on puisse créer un lien avec elle.
parce que notre cerveau arrive à visualiser une personne. Et c'est totalement fou. Je suis fan du cerveau. C'est absolument fou ce qu'il peut faire. Et je trouve ça encore plus vrai dans un roman. Parce qu'en fait, dans un livre, on a accès à quelque chose euh, qu'on n'a pas dans la vraie vie. C'est les pensées intérieures d'un personnage, d'une personne. Dans la vraie vie, les personnes qu'on côtoie, nos amis, nos familles, des inconnus, on a beau entendre ce qu'ils disent, entendre ce qu'ils ressentent, on ne le ressent pas et on ne peut pas le ressentir parce qu'on n'a pas accès à leurs pensées. Voilà, même s'ils nous le disent, c'est compliqué d'aller aussi loin. Quand on regarde un film, quelque chose à la télé, c'est pareil, on n'a pas forcément les pensées intérieures, même si on est du point de vue du personnage, même si on le suit partout, on n'a pas ses pensées. On voit ses actions, on entend ses paroles, mais tout son monde intérieur, il est flou. On ne le connaît pas, on n'y a pas accès. Alors qu'avec un personnage qu'on suit pendant des centaines de pages, on nous ouvre une porte sur ses doutes, ses peurs, ses contradictions, ses souvenirs, ses blessures. Voilà, je pourrais en citer pendant très longtemps. En fait, on sait juste tout ce qui cache. Et dans la vraie vie, c'est ça qui est différent. C'est que la personne qui est face à nous, on ne sait pas ce qu'elle nous cache. On ne sait pas les choses que lui non plus ne sait même pas. Nous, quand on lit un livre, on sait les choses que le personnage ne sait pas encore lui-même. Enfin, c'est quand même fou. On arrive à tout savoir juste avec un livre, avec des mots sur un papier. Et en fait, c'est cette proximité qui crée l'attachement. Et c'est aussi pour ça que certains personnages nous marquent plus que d'autres. Parce que non seulement ils sont des personnages dans une histoire, mais ils deviennent aussi des expériences émotionnelles. Quand on lit un roman, par exemple, on regarde pas seulement quelqu'un qui vit une aventure. On le regarde pas faire, on la vit avec lui. Et c'est ce qu'on appelle la transportation narrative. Je vais encore vous citer des noms de chercheurs parce que c'est important de citer les travaux. C'est les chercheurs Melanie Green et Timothy Brock qui ont travaillé sur ce phénomène. En fait, dans les années 2000, ils ont publié des travaux qui expliquent que lorsqu'une personne, elle est fortement immergée dans une histoire, elle peut avoir l'impression d'être transportée dans l'univers du récit. Son attention, en fait, elle est entièrement captée et en tant que lecteur, on se laisse porter par l'histoire. Et plus cette émotion, elle est forte, plus l'impact émotionnel, il est important. Donc en fait, plus on entre dans une histoire, plus on est susceptible de ressentir les émotions des personnages. Et c'est pour ça que le lecteur, il peut avoir des émotions, avoir des larmes aux yeux, être en colère en fonction d'avoir une scène tragique, une scène de rupture, etc. C'est parce qu'en fait, on en arrive à croire que le personnage existe. Parce que pendant des heures, pendant des jours ou des mois, en fonction du temps de lecture, notre cerveau a accepté de vivre l'expérience. On est transporté dans la narration. D'où la transportation narrative. Et donc c'est ça qui est beau dans la fiction, c'est que en fait on sait que c'est faux, mais volontairement on y croit. Parce que pour nous, c'est un peu comme un rêve éveillé. Je sais pas si vous, ça vous le fait quand vous lisez ou quand vous écrivez si vous êtes auteur, mais je sais que moi, dans les deux cas, auteur ou lectrice, je me sens euh, comme dans un rêve éveillé. Comme quand on regarde par exemple un film d'horreur et on sait qu'il n'y a pas de monstre avec nous dans la pièce, il n'y a pas quelqu'un qui va surgir, mais on a quand même peur, notre corps réagit, notre cœur il accélère, notre respiration elle change, on ressent la peur. On la ressent parce qu'on est avec les personnages. Et en fait, c'est exactement pareil quand on lit un livre. On ressent toutes ces émotions, même si on n'y est pas, même si on sait que nous, on ne vit pas la rupture. Mais en fait, c'est tellement immersif que notre cerveau, il n'arrive pas à faire la différence entre fiction et réalité. Nos émotions, en fait, elles répondent à ce qu'on vit dans la vie de tous les jours. Et là, c'est pareil. Les émotions vont réagir et répondre à cette fiction parce que on le vit. C'est tellement intense qu'on a l'impression de le vivre. On est dans notre canapé, mais en fait, pas vraiment. On est en train de chevaucher un dragon, on est en train de d'être face à quelqu'un qui nous quitte, de quelqu'un qui nous a trahis, qui nous poignarde. On est dans, je sais pas, dans un sous-sol avec la mafia. Bref, il y a 10 000 histoires, 10 000 livres qui nous transportent. Et on est tellement immergé dans cette fiction que les émotions, on les ressent. Et forcément, les émotions vont répondre à ce qu'on vit. Donc finalement, si notre cerveau, il est capable de créer un lien avec un personnage fictif, ça nous pose sur une deuxième question. Pourquoi certains personnages deviennent-ils plus importants que d'autres? Pourquoi on a un personnage des fois secondaire qui vient nous bouleverser plus que le héros? Pourquoi on s'attache plus je sais pas, aux personnages masculins que féminins, ou pourquoi on a l'impression qu'on comprend mieux certaines personnes, etc.
parce que ça touche à l'identification. Donc ça nous fait une super transition pour notre deuxième partie. Dans cette deuxième partie, je vais vous parler de pourquoi certains personnages deviennent une partie de nous. On a tous, voilà, un personnage qui nous a marqué, autant en tant qu'auteur ou que lecteur, quelqu'un voilà, qui a bouleversé notre vie littéraire et qui aujourd'hui nous suit partout. Si là je vous demande quel personnage fictif est votre préféré, vous allez forcément me dire un prénom. Si je vous dis quel personnage vous a bouleversé dans quel livre, vous saurez me donner quelque chose parce que on s'est identifié à lui. Notre cerveau a créé une forme de lien avec ces personnages. Mais pourquoi ces personnages, ils nous marquent plus que d'autres? Parce qu'il faut reconnaître qu'on lit tous des histoires et on rencontre des centaines de personnages au cours de notre vie de lecteur. Moi, je sais pas combien de livres j'ai lus. Dans chaque livre, on a au moins 4 ou 5 personnages importants. On s'attache forcément à un ou deux d'entre eux. Je vous laisse faire le calcul. Dans ma bibliothèque, j'ai plus de 200 ou 300 livres. Si par livre, j'ai ne serait-ce que 2 personnages sur lesquels je m'attache, imaginez combien de personnages m'ont marqué. Pourquoi certains disparaissent alors que d'autres restent avec moi pendant des années? Je continue de penser à eux, je parle encore d'eux quand je recommande des livres à mes amis ou à ma famille, je leur dis «Ah là, tu verras, ce personnage, il est incroyable». On recommande le livre parce qu'il contient nos personnages préférés. Parfois, on a même l'impression qu'ils ont participé à une période importante de notre vie. Moi, je sais qu'il y a certains personnages qui, quand j'allais pas bien, quand j'étais dans des périodes compliquées au collège ou au lycée, qui m'ont accompagnée. Et en fait, comme je me suis identifiée à eux, bah, j'avais l'impression que c'était plus simple de survivre, parce que eux, ils survivaient, et à la fin, ils s'en sortaient. Et quand je lisais ce livre, bah, je me disais, moi aussi, je vis quelque chose de compliqué, mais mon histoire n'est pas finie. Je peux encore m'en sortir, j'ai plein de trucs comme le personnage qui sont compliqués à traverser, mais à la fin, ça se finit bien. Et donc, ça crée une connexion particulière. On ne s'attache pas à un personnage parce qu'il est parfait. Je pense que c'est quand même une idée importante quand on parle d'écriture, c'est que nos personnages sont attachants, forcément, puisque c'est des personnages gentils, admirables, qui font des bons choix. Mais en fait, c'est pas forcément ça qui crée l'attachement. Nous, ce qui va créer notre attachement, c'est qu'ils nous marquent parce qu'ils sont blessés, parce qu'ils font des erreurs, et tout ça font qu'ils nous ressemblent. Nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on n'est pas uniquement défini par nos qualités. On a aussi des faiblesses, on a aussi des défauts. On peut être courageux dans certaines situations et complètement perdu dans d'autres. Et ça, c'est exactement ce qui se passe dans les livres. Des fois, ils aiment profondément quelqu'un, et pourtant, ils vont avoir peur de s'engager, ou alors ils vont leur faire du mal. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe. On a le pouvoir de changer, mais pourtant, on reste souvent bloqué dans le passé. Et c'est ça qu'on retrouve chez les personnages qui nous touchent. Ils ne sont pas parfaits, ils ont des défauts. En fait, ils sont tout simplement humains. Et c'est pour ça qu'on s'identifie, parce que nous-mêmes, on n'est pas parfaits, et nous-mêmes, nous sommes des humains. Je sais que quand j'écris mes romans, en tout cas, je sais que c'est ça qui fait la différence. Alors qu'un personnage qui porte une blessure, une peur, une contradiction, lui, il va créer une connexion plus forte. Parce que le lecteur, il ne regarde pas seulement l'histoire, mais il se dit, ok, je comprends cette peur. Ok, je comprends pourquoi il agit comme ça. Ok, je me reconnais dans cette réaction. Et c'est là qu'on a un deuxième phénomène psychologique qui est l'identification, que je vous parlais tout à l'heure. L'identification, c'est quoi? C'est lorsqu'on lit une histoire et qu'on s'identifie à un personnage. Ça signifie que pendant un moment, on adopte son point de vue. On ressent ses émotions, ses pensées, on vit l'histoire avec lui. En fait, l'identification, elle correspond au fait de se mettre temporairement à la place d'un personnage. Et là, en faisant ça, on ressent une forme de proximité avec lui, mais une proximité psychologique. Donc évidemment, on ne devient pas vraiment ce personnage, et une fois que le livre sera fermé, on va se remettre au bout de quelques heures. Des fois, ça met quelques heures quand même à se remettre, mais on va se remettre parce qu'on n'est pas ce personnage. Mais par contre, pendant la lecture, notre esprit, qui est totalement fou, il va faire quelque chose de fascinant, c'est simuler une expérience humaine autre que la nôtre. En fait, c'est fou parce que ça veut dire qu'on peut vivre tellement de vie, tellement d'histoires, tellement de sentiments, d'émotions. Et moi, je trouve que c'est ça qui est fou avec le cerveau, et c'est même fascinant, c'est que avec la lecture, on peut devenir qui on veut, et on peut vivre 10 000 vies. C'est ça qui est puissant, c'est qu'on peut vivre des choses qu'on n'a jamais vécues,
Et ça, c'est trop cool. On peut comprendre les émotions qu'on n'a jamais rencontrées, les pensées qu'on n'aura jamais rencontrées si on n'avait pas lu ce livre. Et c'est particulièrement intéressant avec la romance. Parce que la romance, elle repose beaucoup sur l'attachement. Quand le lecteur il aime un couple fictif, il s'attache pas juste aux personnes ou de personnages. On s'attache aussi à leur histoire, à ce qu'elles ont vécu, les blessures, leur évolution depuis ce qu'elles ont vécu, comment ils changent au contact de l'autre et comment ils évoluent après, comment ils arrivent à s'en sortir. Ce qui nous touche, c'est pas juste le est-ce qu'ils vont finir ensemble? Parce que bon, dans la plupart des cas, ils finissent ensemble. C'est plutôt comment ils vont réussir à se comprendre malgré leurs blessures, comment ils vont guérir, est-ce qu'ils vont s'aider à guérir, comment ils vont faire pour devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Et souvent, il y a un moment dans la romance où il y a un petit pic, bam, ça redescend et ils retombent dans leurs anciennes erreurs et voilà, tu recommences à zéro. Et c'est là que tu te dis, mais comment ils vont s'en sortir? Et c'est là que ça pousse à la réflexion parce que on comprend qu'en fait, ces personnages, c'est des modèles. Pour nous, ils représentent quelque chose. C'est par exemple un courage qu'on aimerait avoir, une liberté qu'on aimerait trouver, une façon d'aimer qu'on aimerait connaître. Moi, je sais que c'est un des trucs que j'adore, c'est la manière d'aimer. Quand je lis les livres, je me dis, mais waouh, oh, ça donne des exigences, ça donne des envies. Tu te dis, mais j'avais même pas pensé que aimer, ça pouvait se faire de cette manière. Et c'est vraiment fou parce que ça nous repousse en tant que nous-mêmes. En fait, on vient projeter une partie de nous dans les personnages, à travers l'identification. C'est ce qui se passe. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette projection. Quand on lit une histoire, on ne reçoit pas juste ce que l'auteur il nous donne. Voilà, on vient vraiment ajouter une partie de nous dedans. Et en tant qu'auteur, c'est pareil, on va pas juste vous donner des choses comme ça. On a une partie de nous dans les histoires, dans les personnages, parce que nous-mêmes, on se projette dans cette expérience en fait. On essaie de vous transmettre des émotions, de vous faire ressentir des choses, et pour ça, il faut que nous-mêmes, on se base sur des émotions, sur des choses, etc. Et c'est ça qui est fou, c'est que c'est vraiment un partage entre auteur-lecteur, mais aussi entre auteur-personnage fictif et lecteur-personnage fictif. Et donc, pour revenir au fait qu'on ajoute une partie de nous dans le livre, en tant que lecteur cette fois-ci, c'est parce que on lit quelque chose qui nous rappelle une période de notre vie, une relation qu'on a vécue, une peur qu'on a toujours, ou une envie de quelque chose de plus profond. Et alors, à ce moment-là, le personnage, il devient euh, un miroir de nous. Il reflète quand même des parties de nous-mêmes. Donc même si c'est pas vraiment du copier-coller de nous, il y a plein de choses où on se dit ah ça c'est moi. Et des fois on se rassure même en se disant ah non c'est pas moi parce que moi j'aurais pas fait comme ça. Et on se pose un peu des questions et on se dit est-ce que moi je ferais pas ça la prochaine fois? Ou oui j'aurais peut-être pu réagir comme ça. Et du coup c'est vraiment comme si on faisait une introspection sur nous-mêmes alors que le personnage n'est pas du tout nous. Il n'a pas été écrit en fonction de nous, il n'a pas été écrit pour tout le monde, mais pourtant tout le monde arrive à se retrouver dans ce personnage. Et ça c'est fou. Donc je pense que c'est quelque chose qui est vraiment génial pour les auteurs parce que ça veut dire qu'un personnage, une fois qu'on l'a livré au lecteur, il nous appartient plus vraiment en fait parce qu'il va être vu de manière différente. Chaque lecteur va le lire et le construire avec sa propre idée, ses propres relations. On va chacun le voir de différentes manières. C'est pour ça aussi que mes personnages, je les décris beaucoup sur les émotions, mais très peu sur le physique. Parce que du coup, on peut vachement plus se projeter dedans. Si je commence à décrire vraiment un personnage et dire, ok, elle est blonde, elle est grande, elle a les yeux bleus, il y a quand même un petit blocage parce qu'on a du mal à se voir physiquement dessus. Si par contre, on met pas trop une couche sur le physique du personnage, mais plus sur ses émotions, bah, c'est vachement plus facile parce que automatiquement, vous allez la créer selon vous. Imaginez là, vous avez lu un livre et dedans, il n'y a pas eu forcément de description physique. Ou au contraire, il y en a eu une au début. Combien de personnes ont imaginé le personnage avec votre couleur de cheveux, avec votre morphologie? Combien de fois vous vous êtes imaginé dans la peau du personnage? Et combien de fois, au bout de la 150e page, on vous dit oui, mes cheveux blonds, et vous dites ah bon, blond? Comment ça blond? Bah, posez-vous la question, est-ce que c'est parce que vous l'avez imaginé d'une autre manière par rapport à sa force de caractère? Mais est-ce que c'est pas aussi lié à vous? Voilà, c'est lié. Psychologiquement, c'est lié. On a le reflet de nous
dans ces personnages. Beaucoup d'auteurs connaissent cette sensation, cette impression qu'après plusieurs mois passés avec un personnage, il devient trop réel, il devient quelqu'un qu'on connaît. Donc, je vais essayer de vous parler dans cette dernière partie de ça, de comment on se ressent en tant qu'auteur face à nos personnages qui disparaissent. Pourquoi on s'est autant attaché à eux. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de la relation lecteur-personnage, même si je vous ai fait quelquefois des petites apartés sur les auteurs, mais je voudrais vous parler un peu plus de mon sentiment par rapport à ça. Parce qu'en fait, il existe une autre forme d'attachement qui est un peu plus particulière. Donc, celle que nous, on a avec le développement de nos créations. Parce que nos personnages, c'est des créations qui viennent tout droit de notre esprit. Et je pense que beaucoup d'auteurs, même, je ne veux pas dire tous, mais vraiment 90% des auteurs, qui connaissent cette sensation étrange. Donc, pour faire court, on commence un roman avec une idée. Il y a un personnage qui apparaît, au départ il est une fiche, un prénom, un âge, etc. Il a quelques traits de caractère, mais en fait, petit à petit, quand on va écrire, il va prendre de la profondeur. Parce qu'en écrivant, on apprend à le connaître. Pour nous, c'est un inconnu au début. Et un jour, il arrive quelque chose de fou, c'est qu'on le connaît. En fait, on commence à avoir l'impression dans notre esprit qu'il existe vraiment. Alors, on sait en tant qu'auteur qu'il n'existe pas dans la réalité parce que je suis pas dans une pièce avec lui en train de lui parler. Mais dans ma tête, pendant plusieurs mois, il fait partie de mon quotidien. Je vis avec mes personnages. Quand j'écris mon roman, je passe des heures par jour avec lui. Des fois, je fais même plus de choses avec mes personnages qu'avec mon entourage. Je passe 6 heures par jour avec eux. Mon entourage, je les vois une fois par semaine. Donc, pendant l'écriture, en fait, ils vont nous accompagner partout. Je vais penser à eux quand je suis en train de faire à manger. Des fois, je marche dans la rue avec une musique et je me dis, ah, tiens, ça va vachement avec l'émotion de tel personnage. Des fois, avant de m'endormir, j'imagine des conversations, leurs réactions. Quand je parle de quelque chose avec mon copain, je me dis, ah, comment il réagirait ce personnage face à ce qu'on est en train de parler ou des choses comme ça. En fait, ils deviennent une présence mentale. Et une fois de plus, ça revient au cerveau. C'est quelque chose que beaucoup de psychologues ont étudié, c'est la capacité de notre cerveau à construire des représentations mentales d'autres personnes. Quand on connaît quelqu'un depuis longtemps, on a une sorte de modèle de cette personne. On sait comment elle va réagir, ce qu'elle aime, ce qui lui fait peur, ce qui peut la blesser. Ce qui est différent avec un personnage, c'est que ce personnage vient directement de notre imagination. On l'a créé de A à Z. Et c'est pour ça aussi que beaucoup d'auteurs, dont moi, ont dit que nos personnages ont refusé de faire ce qu'on avait prévu. Que souvent on dit ouais, ils nous ont emmenés quelque part et au final ils ont pris notre plume et nous on avait juste à écrire leur histoire. Je vous l'ai souvent dit dans les podcasts et c'est toujours réel aujourd'hui. Alors évidemment, le personnage ne décide pas réellement, puisqu'il n'existe pas, mais ça traduit quelque chose d'intéressant, qui est que, en tant qu'auteur, on se demande pas juste qu'est-ce que j'ai envie de lui faire faire. Ok, aujourd'hui, il va aller braquer une banque, puis il va revenir avec plein d'argent et il va séduire une fille avec ça. Non, je me dis plutôt qu'est-ce que lui, il ferait dans cette situation. Donc, le personnage, il acquiert quelque chose de cohérent, quelque chose d'humain, quelque chose de réel, parce qu'on lui parle et on le visualise dans un quotidien. Je pense que l'attachement des auteurs, ça vient justement de ça, c'est que les personnages, ils rentrent dans notre intimité. Et en s'accompagnant mutuellement, il devient notre compagnon émotionnel. Je pense qu'en fait, l'attachement qu'on ressent, il vient aussi du fait qu'on connaît leurs personnages dans leur intimité. Il y a des choses qu'on ne dit pas forcément dans le roman, mais que dans nos têtes existent. On connaît l'intimité complète de notre personnage. C'est comme si on avait déjà connu cette personne toute notre vie. Et en fait, on vient vous le raconter. Moi, je connais ce qui existe derrière des choses que vous ne savez pas. Par exemple, des traumatismes qui expliquent des situations. Bah, en fait, moi, je connais le traumatisme en entier dans ma tête, alors que vous, je vais vous en donner quelques fragments. Par exemple, dans le Bat Last Night, vous savez que Evan a des traumatismes. Tout le long, je le fais comprendre. Et à la fin, je vous fais un petit flashback où il explique à Mélina ce qu'il a vécu, pourquoi il est traumatisé. Ok, vous avez un passage de son traumatisme. Sauf que son traumatisme, il l'a accompagné pendant toute une vie. Et il a vécu des dingueries que je vous raconte pas. Parce qu'en fait, c'est ça qui crée le personnage. Ses dingueries, ses traumatismes, etc. Mais je vais pas tout vous raconter parce que bah, le personnage a 20 ans. Il a 20 ans de vie. Sauf que moi, ces 20 ans de vie, je les ai. Il y a aussi des pensées que je garde pour moi parce que bah, je me dis, ok, c'est plus pour créer le personnage que pour l'utilité de l'histoire et pour la faire avancer. Et je connais en fait des versions de lui-même avant et après l'histoire.
Ce que vous ne savez pas, c'est ce que vous imaginez. Mais moi, je le connais fois 100 000. Donc en fait, c'est comme si je connaissais quelqu'un depuis son enfance, que j'ai connu son chemin, son évolution, et forcément, ça crée un attachement. Il y a quelque chose de très personnel dans la création d'un personnage, c'est que vous retrouverez forcément des parties de son auteur dedans. Donc ça sera jamais une copie, voilà, une copie de moi-même. Vous allez jamais lire un personnage et vous dire, ah oui, c'est elle de A à Z, mais je vais lui avoir donné une émotion. Je vais avoir, je sais pas, un questionnement, une peur sur la vie que je vais mettre sur ce personnage parce que je vais me dire, bah, ça me permet de moi aussi l'extérioriser. Ça me permet aussi, et je pense que c'est pareil pour beaucoup d'auteurs, d'explorer une partie de nous-mêmes qu'on montre pas dans la vraie vie, des choses qu'on on ne sait pas comment les extérioriser. Et bah, par l'écriture de ces personnages, ça nous permet de le faire. Et c'est pour ça que le personnage devient important pour nous parce qu'il devient aussi un espace d'exploration de nous-mêmes. Alors, c'est très psychologique, hein. Là, on revient dans quelque chose de psychologique avec l'exploration intérieure, etc. C'est pour ça que c'est difficile de terminer un roman. Et là, ça rejoint un peu le sujet dont j'avais parlé dans l'épisode après avoir terminé un livre, comment on se ressent. Parce qu'en fait, quand on termine un roman, on ne termine pas que le roman. On termine une routine, pendant des semaines, des mois, on avait une mission, on savait où aller, on avait un univers à découvrir, des personnages à faire exister. Et soudain, en fait, quand on écrit la dernière phrase, qu'on ferme le fichier et qu'on met un point final et qu'on ne le rouvre pas tout de suite, il y a vraiment que du silence. Et ce silence, il est présent pourquoi? Parce qu'on n'a plus les pensées du personnage, parce qu'on l'accompagne plus dans son quotidien. Et en fait, bah forcément, ça crée un vide. C'est quelque chose de très étrange, parce qu'en fait, on est quand même heureux. On vient d'accomplir quelque chose de très important, quelque chose qui nous a accompagnés pendant longtemps. On a une forme de nostalgie, mais en même temps, on a une sorte de nostalgie qui se crée parce qu'on va se dire, bah, je vais plus passer mes journées avec lui, je vais plus découvrir ce qui va lui arriver, je vais plus entendre ses voix dans ma tête. On se sépare. On a une séparation émotionnelle qui est aussi forte qu'une séparation émotionnelle dans la vraie vie. Quelqu'un qui va partir de ma vie, il y a une cassure dans le quotidien, il y a une cassure dans ce qu'on vit dans notre quotidien en fait. Et là, c'est pareil. Une autre séparation, c'est la même chose, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui nous a accompagnés, qu'on a vu grandir, qui nous a fait grandir, et du jour au lendemain, bam, plus rien. Et ça rejoint ce que les chercheurs sur l'attachement nous montrent plus largement. C'est-à-dire que les êtres humains, ils sont construits pour créer des liens, voilà, des connexions, on cherche des connexions, on cherche des habitudes, on s'attache à des présences régulières, c'est pour ça qu'on s'accroche à des personnes, même lorsque cette présence, elle est imaginaire. Le nombre d'enfants qui ont des amis imaginaires parce qu'ils cherchent un attachement émotionnel, ils cherchent une représentation d'eux-mêmes, quelqu'un avec qui parler, quelqu'un avec qui vivre des aventures spéciales, etc. Et quand on leur annonce que c'est quelque chose d'imaginaire, quand eux-mêmes ils se séparent de cet ami imaginaire, bah, c'est une séparation émotionnelle. Donc je me suis un petit peu égarée sur la fin, mais les auteurs ont besoin d'accepter en fait de laisser partir les personnages. Et c'est une des choses, honnêtement, les plus difficiles dans l'écriture. C'est d'accepter que l'histoire est terminée, parce qu'en fait j'ai envie de rester dans cet univers. Je l'ai pas écrit pour rien. J'ai envie d'écrire des scènes supplémentaires, de raconter des trucs qui n'étaient pas prévus, et c'est d'ailleurs pour ça que Espace-Temps est en 3 tomes. Mais Espace-Temps de base, c'était un seul tome. Il n'y avait pas 3 tomes de prévus, mais c'est parce que je me disais, ah, je pourrais peut-être développer ce truc, je pourrais peut-être aller là, etc. Et je ne pouvais pas leur dire au revoir. C'était trop dur, émotionnellement j'avais besoin d'eux, j'avais besoin de continuer, et ça peut paraître fou dit comme ça. Je me dis que quelqu'un qui n'a pas accès à l'écriture ou à la lecture doit pas comprendre ce qu'on ressent. Mais après des années d'écriture et de lecture, c'est vraiment quelque chose qui est devenu une habitude. On a besoin de faire exister ces personnages. On a besoin d'une rencontre marquante, même si elle est courte, mais c'est un voyage en fait qui nous permet d'évoluer, de changer, et c'est pour ça qu'un livre, il peut continuer à vivre dans l'esprit du lecteur pendant des années. J'en ai fini un petit peu avec tout ça, donc finalement on va conclure rapidement, mais pourquoi est-ce qu'on s'attache autant aux personnages fictifs? C'est parce qu'ils nous représentent. On s'attache aux émotions qu'ils font naître en nous, aux souvenirs qu'ils accompagnent, aux questions qu'ils nous posent. En fait, le personnage, certes, il n'est pas réel, c'est pas une personne, mais la peur qu'on a ressentie pour lui, elle était réelle. La joie qu'on a ressentie avec lui, elle était réelle. Les larmes qu'on a versées, elles étaient réelles. On les a vues, on les a senties. On a vécu quelque chose de puissant et c'est ça
qui nous le fait vivre, c'est ça qui nous le fait ressentir, c'est toutes ces émotions et ça nous permet de vivre mais des expériences folles qui n'existent pas, mais elles existent quand même. C'est quand même fou. Le cerveau, moi je suis désolée, c'est quelque chose qui me fascine, comment il peut nous faire vivre autant de choses et autant de choses fortes. Je trouve que c'est d'ailleurs ça qui rend le métier d'auteur, notre métier très particulier et fascinant aussi, c'est que quand on écrit une histoire, on n'est pas juste là pour créer des successions d'événements. On n'a pas juste une frise chronologique sur laquelle on va se baser pour tout écrire. On va aussi créer des êtres auxquels quelqu'un, quelque part, peut-être vous, j'espère, pourra s'attacher. Je crée des personnages pour que vous vous disiez, purée, j'ai toujours pas oublié Evan alors que ça fait 5 ans qu'il existe. Donc je contrôle jamais vraiment ce que l'histoire va devenir parce qu'une fois qu'elle arrive dans vos mains, c'est à vous de rencontrer les personnages avec vos blessures, vos rêves et les blessures et les rêves des personnages. Et ce qui est magnifique, c'est que un personnage que j'ai imaginé toute seule, un jour devant mon PC, va accompagner des moments de vie de certaines personnes et c'est fou. C'est satisfaisant parce qu'au moins notre personnage, on sait qu'il disparaîtra jamais vraiment. Et tant que quelqu'un pense à lui, d'une certaine manière, il continue à vivre. Je suis un peu émue parce que du coup, bah, je reparle forcément de ce que moi j'ai ressenti en tant qu'autrice en écrivant mes personnages et des personnages qui m'ont accompagnée dans des moments compliqués, des personnages que j'aime énormément. J'ai cité beaucoup Evan, mais parce que Evan reste et restera, je pense, à jamais mon personnage préféré numéro un. Mais c'est vrai que Evan a quelque chose qui, peut-être aussi parce que c'est mon premier personnage, mais qui fait que je m'attache à lui. Donc je sais que pour certaines personnes, c'est le cas aussi. Voilà, je sais que la personne qui, en tout cas, est vraiment concernée par Evan se reconnaîtra. Alors, avant de terminer l'épisode, je voudrais vous poser cette question. Quel personnage fictif vous a le plus marqué? Celui auquel vous repensez encore aujourd'hui, qui a eu du mal à vous quitter. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux pour me partager vos personnages préférés. Peut-être que je pourrais en découvrir certains et découvrir les livres. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de parler de vos personnages préférés et de continuer de lire pour en découvrir de nouveaux. Et peut-être que la prochaine fois que vous aurez le cœur serré en terminant un roman, vous vous rappellerez d'une chose, c'est que ce n'est pas parce que le personnage n'existe pas qu'il n'a pas compté. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous dis à plus tard. Ciao.